Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Il y a beaucoup de raisons de détester quelqu'un. Peut-être qu'il vous a fait du mal, peut-être qu'il est grossier ou qu'il vous a blessé. Il y a beaucoup de raisons. Mais détester quelqu'un parce qu'il a plus de succès, au point de vouloir le tuer, c'est un peu tordu à mon avis. Je m'appelle Célina. J'ai 17 ans. Ma mère est une chef cuisinière très célèbre. Elle a même sa propre émission de cuisine que beaucoup de gens regardent dans tout le pays. Elle est douée et très créative. Elle a aussi une grande personnalité. Elle s'est occupée de nous toute seule après la mort de mon père dans un accident d'avion. Tout a commencé en cuisinant le plat préféré de ses voisins. Maintenant, elle est connue dans tout le pays. Elle a été invitée dans plusieurs émissions de télévision où elle a raconté son histoire inspirante. Je suis tellement fière de ma mère. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à elle. Tout le monde l'aimait. Enfin, tout le monde sauf Katrina. Katrina était la chef vedette avant qu'il ne laisse ma mère diriger l'émission de cuisine, malgré ses talents de cuisinière qui ont fait perdre énormément d'argent à l'émission. Le meilleur mot que je puisse trouver pour la décrire est un serpent rampant. Sa jalousie et son mépris envers ma mère sont insupportables. J'ai toujours eu l'impression qu'elle complotait contre ma mère. Ce qui est un peu ridicule, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. De temps en temps, je disais à ma mère de faire attention et de se méfier de Katrina. Mais elle me disait toujours que tout allait bien, que même si Katrina ne l'aimait pas, rien n'allait se passer. Alors je souriais, un peu nerveuse et un peu inquiète. Je ne pouvais pas savoir qu'elle serait bientôt confrontée au danger. C'était le jour de Thanksgiving. Maman faisait toujours une sorte de gâteau spécial que nous aimions tous dans l'émission pour que les gens puissent l'essayer à la maison. Ce jour-là, maman avait préparé le gâteau. Tout ce qu'elle avait à faire était de le couper devant le public. Nous avons donc ramené le gâteau de la maison au studio, puis nous l'avons donné à l'équipe des accessoires pour qu'ils le préparent, et le programme a commencé. J'étais parmi le public dans le studio. Ma mère était en pleine forme, préparant une recette après l'autre. Jusqu'au moment où le gâteau est arrivé. Ma mère était en train d'expliquer au public, et j'ai entendu un tic-tac. Je ne savais pas d'où il venait, mais il devenait de plus en plus fort. Ma mère parlait toujours au public, quand j'ai soudain réalisé que le gâteau était la source du tic-tac. Je me suis levée et sans réfléchir, j'ai crié « Maman, attention !» Maman m'a regardée et j'ai montré le gâteau. Et avant que je puisse dire quelque chose de plus, le gâteau a explosé. Heureusement, maman n'était pas dans la trajectoire de l'explosion. Après cela, le programme s'est arrêté. Ils ont appelé le type qui nous avait pris le gâteau à notre arrivée. Ils l'ont questionné. Il a dit qu'une femme l'avait porté dans le studio et l'a décrit. Ils ont cherché la femme dans tout le studio. Mais tout ce qu'ils ont trouvé, c'est une perruque et une paire de lunettes. Dans la loge. Alors ils ont vérifié les caméras de sécurité et ont découvert ce qui s'était passé. Katrina s'était déguisée et avait échangé le gâteau. La police a dit qu'elle chercherait jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et j'étais heureuse que ma mère soit en sécurité, mais je n'oublierai jamais ce qui s'est passé ce jour-là aussi longtemps que je vivrai. J'adore ma famille. J'adore nos réunions, nos plaisanteries, nos repas, et tout le reste. Je ne peux pas imaginer ma vie sans eux. Mais un jour, j'ai failli tous les tuer. Non, je ne suis pas folle, je vous l'assure. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je m'appelle Ginger, j'ai 18 ans. Comme vous pouvez le voir, je porte un tablier. C'est parce que j'adore cuisiner. J'aime tout ce qui a trait à la cuisine. Mes moments les plus heureux sont ceux où je vois ma famille manger un repas ensemble. Je cuisine toujours pour eux. Ils aiment ça aussi. Et ils me soutiennent. Ils me laissent essayer différents plats de différents pays. J'aime écouter leurs opinions sur mes compétences culinaires. Je suis également accro aux émissions de cuisine. Un jour, ma cousine Charlotte est venue nous rendre visite avant Thanksgiving. Elle aime s'habiller tout en noir et aujourd'hui n'a pas fait exception. Pour une raison quelconque, elle m'avait appelé plus tôt et m'avait demandé si j'avais déjà entendu parler de la malédiction du jour de Thanksgiving. J'ai répondu non, bien sûr. Alors elle m'a dit que la malédiction s'appliquait aux grandes familles qui mangeaient un grand repas ensemble à Thanksgiving. La malédiction était le résultat d'un esprit maléfique nommé Vicky, qui possédait le corps du cuisinier dans une certaine famille et empoisonnait toute la famille. Elle a dit que Vicky était une femme au foyer qui était une excellente cuisinière et qui aimait sa famille. Et pourtant, elle les a tous empoisonnés pendant le repas de Thanksgiving. Elle les a regardés mourir un par un. Puis elle s'est suicidée en apothéose. Au début, j'ai pensé que Charlotte plaisantait et essayait de me faire peur. Et je lui ai dit que c'était absurde, juste un récit de grand-mère. Mais elle a dit que toutes les légendes étaient fondées généralement sur des faits.
Je me suis arrêtée une seconde. C'était vrai, je pensais. Je suis allée dans ma chambre et j'ai cherché sur Internet. J'ai trouvé les mêmes informations sur la médication qu'elle m'avait transmises, ce qui m'a effrayée encore plus. Et Vic était exactement comme moi, ou était-ce le contraire? Je me suis retenue de creuser la question. Je devais me concentrer sur la préparation du repas. Le jour de Thanksgiving, mon père a fait quelques courses, parmi lesquelles il y avait une bouteille d'un liquide blanc, que je supposais être du lait, bien que cela sentait bizarre, mais je pensais que j'imaginais des choses. Ma tante appela pour dire qu'elle arriverait quelques minutes plus tard. Alors j'ai dû me dépêcher pour terminer le repas rapidement. Ma touche finale était le dessert. Ce serait un bonbon à la citrouille. Je le préparai en utilisant le lait que papa avait ramené à la maison. Après que tout le monde soit arrivé, je servis le dîner, et nous nous assîmes tous et priâmes avant le repas. Puis tout le monde commença à manger. Les choses se passaient bien. Tout le monde discutait joyeusement et me complimentait sur la nourriture. J'étais ravie, mais je n'arrivais pas à me défaire de cette impression que quelque chose n'allait pas. J'ai regardé Charlotte, mais elle s'est contentée de sourire pour me soutenir. Soudain, une à une, les personnes autour de la table ont commencé à se serrer le ventre et à gémir de douleur. La dernière chose avant que je perde connaissance a été mon frère appelant l'ambulance. Lorsque je me suis réveillée plus tard, j'étais allongée dans un lit d'hôpital aux côtés de tous les membres de ma famille, qui étaient également allongés dans les lits d'hôpital. Le médecin est entré et a annoncé avec joie que nous allions tous nous en sortir. Puis, il m'a regardé, m'a fait un clin d'œil et m'a dit « La prochaine fois, jeune fille, je vous suggère de ne pas utiliser de la peinture blanche dans votre cuisine. » Et c'est ainsi que j'ai presque tué ma famille aimante. Je m'appelle Ginny. Vous pouvez m'appeler la mauvaise fille si vous voulez. C'est comme ça que les enfants du quartier m'appelaient. J'ai une longue histoire à vous raconter. J'étais l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Ma mère est morte de maladie et mon père a été estropié dans un accident de voiture. Il ne pouvait pas marcher et devait utiliser un fauteuil roulant. Voir mes frères et sœurs souffrir de la faim et de la pauvreté était un spectacle constant à la maison. Mon père était déprimé. Nos voisins nous aidaient beaucoup, mais j'étais constamment inquiète de ce qui se passerait s'ils arrêtaient un jour. J'ai donc décidé de trouver un emploi. Je savais que ça ne serait pas facile, car je n'avais que 15 ans. Qui voudra embaucher une jeune de 15 ans? Malgré mon appréhension et mon manque de confiance, j'ai décidé de trouver un emploi. Je me suis rendue dans de nombreux endroits, des boutiques de vêtements, des magasins de fleurs, des épiceries. La réponse était toujours la même. Nous n'embauchons pas pour le moment. Un jour, me sentant déprimée, je me promenais sans but précis, quand, soudain, je me suis retrouvée près d'un hôpital. Sur une impulsion, j'y suis entrée. J'ai vu une infirmière, mais elle semblait trop morose pour parler. Alors j'ai regardé autour de moi et j'ai trouvé une autre infirmière qui semblait un peu plus gentille. Elle m'a remarqué et m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Je lui ai dit que je cherchais un emploi. N'importe quel emploi. Je serais même prête à passer la serpillière et à nettoyer. Elle a compati et m'a dit de ne pas m'inquiéter. Puis, elle est allée dans le bureau du directeur. J'étais inquiète. Étais-je dans le pétrin? Une minute plus tard, elle m'a appelée pour rencontrer le directeur. Il avait l'air très gentil et il m'a demandé tranquillement mon nom. Je lui ai dit que c'était Ginny. Il m'a dit que Martha, la gentille infirmière qui m'aidait, lui avait dit que je cherchais n'importe quel emploi disponible. Il a dit qu'il avait un travail pour moi, mais qu'il craignait que cela ne pose problème. J'ai ressenti une pointe de peur et j'ai demandé quel était le problème. Il m'a répondu que je devais travailler de nuit. C'est tout? Je me suis sentie tellement soulagée, j'ai immédiatement accepté. Il a dit qu'il aimait mon enthousiasme et que je pouvais commencer demain. J'étais si heureuse. Je suis rentrée rapidement à la maison. J'ai embrassé mes frères et sœurs et j'ai embrassé la main de mon père. Je leur ai parlé de mon nouvel emploi. Mon père m'a regardé avec tristesse et m'a dit que j'étais trop jeune pour avoir à porter cette responsabilité. Je lui ai dit que ce n'était pas grave et que je pouvais y faire face. Quand je partais travailler à l'hôpital tous les soirs, il y avait une bande de jeunes qui traînaient toujours dans le quartier. J'espérais qu'ils ne me dérangeraient pas, mais mes espoirs étaient vains. Ils se moquaient de moi chaque fois que je passais près d'eux. Mais j'en ai jamais parlé à ma famille. J'ai commencé à travailler comme femme de ménage, mais grâce à mon assiduité et à mon intelligence, j'ai pu en apprendre un peu plus sur les soins infirmiers, ce qui m'a permis d'être promue. D'abord comme aide-soignante, puis comme infirmière. Mes collègues m'ont beaucoup soutenue. Tout était presque parfait, à l'exception de la bande du quartier qui m'embêtait sans cesse et m'appelait Ginny la mauvaise fille. Je souhaitais qu'ils s'en aillent et qu'ils me laissent tranquille. Puis, un jour, un miracle s'est produit. Alors que je travaillais à l'hôpital, les brutes du quartier sont arrivés avec leur chef. Il était gravement blessé. Son corps entier était couvert de sang. Il criait pour que quelqu'un vienne l'aider. Quand ils m'ont vu, ils m'ont supplié de le sauver. J'ai travaillé rapidement avec les autres membres du personnel. Son état était grave. Il avait été victime d'un terrible accident de moto.
Le personnel et moi avons travaillé fébrilement pour stabiliser son état et le soigner. Après l'avoir stabilisé, j'étais épuisée. Soudain, quelqu'un s'est approché de moi. C'était le gang du quartier. Ils se sont excusés de s'être moqués de moi et m'ont demandé de les pardonner. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas que je travaillais dans un hôpital. J'ai souri et leur ai dit que tout allait bien et que je les considérais comme mes frères et sœurs. Une autre infirmière est allée les voir et leur a dit que leur amie allait bien maintenant. J'étais tellement heureuse que mon problème soit résolu. Ils m'ont appelé pour parler à leur chef. Il avait les larmes aux yeux et m'a dit qu'il était tellement désolé et m'a demandé de lui pardonner. Il était si sincère que j'étais émue. Je lui ai demandé gentiment de se taire et de se reposer. Alors que je m'éloignais, il m'interpella et me remercia à nouveau. Après cet incident, le directeur m'a convoqué et m'a félicité d'avoir sauvé la vie du patient ce jour-là. J'étais encore loin de réaliser mes rêves, mais j'avais une bonne longueur d'avance. La bande du quartier a commencé à m'appeler l'ange de la miséricorde. Presque toutes les filles rêvent d'être une princesse de Disney, d'être comme Cendrillon qui a épousé le prince, ou Blanche-Neige, la plus belle de toutes. Mon histoire est un peu de ce genre, mais les contes de fées ont généralement une fin heureuse, n'est-ce pas? Mais la mienne... Eh bien, je vous laisse en juger par vous-même. Je m'appelle Rona, et j'ai 17 ans. Je vis avec mes parents et ma sœur Célina. À l'école, j'étais comme une princesse. J'adorais tous mes amis. Et ils m'adoraient. J'excellais dans tout. J'étais la meilleure chanteuse de l'école, j'étais très sportive, et je pratiquais tous les sports. Mon seul défaut était mes cheveux, qui étaient trop frisés et trop moches à mon goût. Je pense que le coiffeur les a appelés bouclés, juste pour réconforter les gens comme moi. Mais frisé n'est pas bouclé. Pas dans mon agenda. J'admets que les cheveux frisés peuvent être attrayants sur certaines personnes, mais le look le plus ravissant pour moi, ce sont les cheveux longs et lisses. De beaux cheveux raides peuvent rendre n'importe quelle fille belle, même si elle n'a pas de beaux traits. Oh, comme j'enviais certaines filles de mon école avec leurs cheveux longs et soyeux. Bien sûr, ma princesse Disney préférée était Réponse. Je rêvais toujours d'être elle. À mon avis, c'était la plus belle princesse de l'univers Disney. Les souffrances qu'elle a endurées et le fait d'avoir finalement obtenu ce qu'elle méritait, sans parler de sa chevelure dorée et soyeuse, bien sûr. La façon dont elle brillait au soleil. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour avoir des cheveux comme ça? J'ai tout essayé pour améliorer mes cheveux. Je les ai shampouinés, mais ils gonflaient comme la fourrure d'un chien poméranien, si vous en avez déjà vu un. J'ai utilisé la crème lissante pour cheveux, mais ils ressemblaient alors à une route pavée avec de la mélasse répandue dessus. J'ai essayé des appareils électriques, mais ils n'ont pas aidé non plus. Ne vous moquez pas de moi. C'est la vérité. Chaque jour, je rêvais d'avoir des cheveux lisses. Puis, un jour, j'ai vu une publicité alors que je discutais avec mes amis. Elle mentionnait un centre de recherche en sciences de la beauté et indiquait que des scientifiques avaient mis au point un nouveau produit, capable de transformer en quelques minutes n'importe quel cheveu, qu'il soit bouclé ou frisé, en cheveux lisses et soyeux. Le centre avait besoin de volontaires pour tester le produit devant un public. Je me suis dit, waouh, mon rêve pourrait bien se réaliser et je pourrais aussi devenir célèbre. J'ai immédiatement envoyé ma candidature. J'ai été sélectionnée parmi 3 autres filles. J'étais un peu inquiète parce que l'expérience m'avait appris que les choses ne se passent jamais comme on l'avait prévu. Mais je me suis consolée. C'était un produit simple. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? J'ai fait des recherches sur le scientifique qui allait mener l'expérience. C'était un scientifique célèbre dans son domaine. Son nom était Wilfrid Johnson. Je suis arrivée au studio, le test en direct serait effectué. Ils étaient prêts et m'attendaient. M. Johnson ressemblait à un scientifique d'un dessin animé. Cheveux ébouriffés, blouse blanche trop grande, lunettes d'Harry Potter. Vous voyez le tableau. Il m'a expliqué comment le produit fonctionnait et m'a assuré que tout irait bien. Oui, c'est ça. Comme si je n'avais jamais entendu ça avant. Néanmoins, son discours d'encouragement m'a enthousiasmé. Puis sont sortis les documents juridiques, les clauses de non-responsabilité qui disaient qu'ils n'étaient pas responsables des effets secondaires qui pourraient m'arriver en utilisant leurs produits de beauté. Alors, je les ai signés. Voyant que j'avais l'air dubitative et inquiète, il a tenté de me rassurer en me disant que c'était la routine et que c'était typique de tous les essais cliniques. Cela ne m'a pas rassurée, mais j'ai quand même décidé d'aller jusqu'au bout. J'avais invité mes amis à venir assister à l'expérience. Elle était organisée comme une grande conférence. En plus de M. Johnson, il y avait des journalistes, des photographes et 2 autres médecins dans la salle.
Monsieur Johnson a commencé à expliquer le produit pour le bien du public. Je me tenais à l'écart de la scène en attendant d'être appelé. Enfin, ils étaient prêts pour nous, et nous ont appelés sur la scène, où nous avons pris place dans leurs fauteuils de coiffure. Des scientifiques ont mélangé divers liquides multicolores dans des flacons de laboratoire sur une table voisine de la scène. Après quoi, M. Johnson a rempli un flacon pulvérisateur du mélange et s'est approché de moi. Il m'a chuchoté à l'oreille que mon nom entrerait dans l'histoire. Puis, il aspergea mes cheveux avec l'élixir magique que les scientifiques avaient concocté quelques minutes auparavant. J'ai attendu nerveusement. Puis, lentement, mon cuir chevelu a ressenti une sensation de picotement, comme si j'avais été piqué par une centaine de fourmis en même temps. Mais j'étais trop gênée pour le mentionner. Puis la douleur a disparu, et un miracle s'est produit. Mes cheveux sont devenus lisses, comme M. Johnson l'avait promis. Le public a applaudi avec enthousiasme. L'arôme puissant de la réussite financière imprégnait l'atmosphère de la pièce. J'ai touché mes cheveux et je n'arrivais pas à croire à quel point ils étaient merveilleux. J'ai continué à les caresser, si doux, si soyeux, si droit et lisse. Je me suis réjouie. M. Johnson s'est approché du micro, tenant le produit dans sa main, et s'apprêtait à parler, lorsque le public a sursauté. Il regardait dans ma direction. M. Johnson s'est retourné et m'a également regardé. Mes cheveux avaient soudainement commencé à pousser à une vitesse fantastique. Ils sont devenus de plus en plus longs, jusqu'à ce que je ressemble exactement à Réponse. J'ai crié sous le choc. M. Johnson s'est précipité et a appelé à l'aide. Mon visage a pâli et je me suis évanouie. Quand je suis revenue à moi, j'étais allongée sur la scène dans un lit de mes propres cheveux, rassemblés sous moi. J'ai touché mes cheveux et oui, ils étaient encore lisses et soyeux. Mais mon souhait semblait s'être littéralement réalisé. J'étais en effet une réponse des temps modernes. C'est pourquoi j'ai voulu partager mon histoire avec vous aujourd'hui. Faites attention à ce que vous souhaitez. Vous pourriez l'obtenir. Maman de substitution, un titre intrigant, n'est-ce pas? J'avoue, je ne m'attendais pas à devenir maman à si jeune âge. Mais les circonstances déterminent souvent le chemin que nous devons prendre pour nous-mêmes. C'est grâce à ma mère que j'ai fait ce choix. Mais gardez votre jugement pour la fin. Attendez d'entendre mon histoire. Je m'appelle Rita et j'ai 17 ans. J'étais heureuse de vivre avec ma famille. Mon père était médecin, ma mère était femme au foyer, j'avais 2 petites sœurs, Carla et Sarah, et nous vivions dans un quartier agréable et tranquille. Notre maison était toujours remplie de joie et de rire. Mon père était un père formidable et ma mère était une mère fantastique. Nous jouissions d'une vie stable, jusqu'à ce que ma mère tombe soudainement malade. Elle a commencé à avoir des maux de tête fréquents. Mon père l'a emmenée chez un neurologue, qui lui a dit que sa situation était grave, qu'elle devait être opérée d'urgence. Notre vie a soudainement été bouleversée. Nous sommes devenus tristes et déprimés. Aucun de nous ne parlait beaucoup. Papa essayait toujours de consoler maman. Mais chaque fois qu'il était seul, il pleurait comme nous, les enfants. Notre vie est devenue sombre. Le médecin fixait une date pour l'opération, et plus la date approchait, plus nous étions anxieux. Lorsque le jour est enfin arrivé, nous avons préparé quelques affaires de maman pour les emmener à l'hôpital. Elle avait l'air de penser que c'était la dernière fois qu'elle nous voyait. J'avais un mauvais pressentiment à ce sujet. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital,